Comment une période aussi chaotique, aussi violente que la Révolution française et l'Empire napoléonien, a-t-elle pu donner naissance à une Europe entièrement nouvelle? C'est l'une des questions les plus fascinantes de l'histoire moderne et c'est ce qu'on va explorer. Pour comprendre cette transformation, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On partira d'une étincelle venue d'Amérique pour arriver jusqu'à l'héritage, ce qui reste aujourd'hui de cette période et qui a façonné la France et l'Europe. Allez, on commence. Et pour bien comprendre, il faut savoir qu'avant même que Paris ne s'enflamme, les toutes premières graines de la Révolution, elles ont été plantées à des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique. Imaginez un peu l'effet de ces mots en 1776. C'est une véritable déflagration. Pour la toute première fois, les grandes idées des Lumières, ça n'était plus juste de la philosophie dans des livres. Non, ça devenait la pierre angulaire d'une nouvelle nation qui affirmait haut et fort que le seul pouvoir légitime, c'est celui qui vient du consentement du peuple. Et ça, l'impact d'avoir un exemple concret sous les yeux, c'est énorme. Des penseurs comme Condorcet en France regardent cette jeune république américaine et y voient la preuve vivante qu'un autre monde est possible. L'Amérique, en fait, elle montrait le chemin. Oui, une nation peut écrire sa propre constitution, séparer les pouvoirs, et surtout, elle peut exister sans roi. Et bien sûr, cette étincelle américaine, elle n'a pas mis longtemps à traverser l'océan. On arrive en 1789 en France. Et là, toutes ces idées qui flottaient dans l'air vont se transformer en action. Et en action explosive. Regardez un peu la vitesse à laquelle tout ça se passe, c'est vertigineux. En à peine 4 mois, les fondations de la monarchie absolue, qui étaient là depuis des siècles, sont complètement pulvérisées. De la réunion des États généraux à la déclaration des droits de l'homme, chaque événement en pousse un autre. C'est un engrenage, une réaction en chaîne que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Cette phrase d'un député de la noblesse, elle est incroyable parce qu'elle dit tout de l'ambiance du moment. Elle montre que même ceux qui avaient tout à perdre, les privilégiés, ont compris que la vague était bien trop forte pour y résister. La pression populaire était telle que s'opposer au vœu général de la nation, c'était non seulement inutile, mais ça devenait carrément dangereux pour eux. Ce texte, c'est tout simplement l'acte de naissance de la France moderne. Regardons juste quelques articles clés. L'article 1er, les hommes naissent libres et égaux. Fini, la société d'ordre. L'article 3, le pouvoir ne vient plus du roi, mais de la nation. Et puis les articles 6 et 13, la même loi et les mêmes impôts pour tout le monde. C'est radical. En quelques lignes, c'est un contrat social entièrement nouveau qui est en train de s'écrire. Et évidemment, une transformation pareille, ça ne se fait pas dans le calme. La Révolution va entrer dans sa phase la plus sombre, la plus radicale. C'est là que les beaux idéaux de 1789 vont être confrontés à la dure réalité des menaces, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le vrai tournant, c'est la fuite du roi en 1791. Quand il est rattrapé à Varennes, c'est vécu comme une trahison absolue. La confiance est rompue et ça scelle le destin de la monarchie constitutionnelle. Ajoutez à ça la guerre qui éclate avec les autres monarchies d'Europe, la situation devient explosive, ce qui mène directement à l'assaut du palais des Tuileries et enfin à la proclamation de la République. Alors là, il faut vraiment se mettre à leur place. La toute nouvelle République est littéralement assiégée. D'un côté, les armées des rois de toute l'Europe qui veulent écraser la Révolution. De l'autre, à l'intérieur même du pays, des guerres civiles éclatent, comme la révolte royaliste en Vendée. La République est en danger de mort. Et c'est dans ce climat de crise absolue que vont être prises les mesures les plus extrêmes. Et au cœur du pouvoir, 2 visions s'affrontent. On a d'un côté Danton, qui dit en gros « Attention, faisons une économie de sang ». Il plaide pour une justice, même dure, mais mesurée. Et de l'autre, Robespierre. Pour lui, le calcul est simple. La République ne doit protection qu'à ses amis. Ses ennemis, eux, les royalistes, les conspirateurs, ils doivent être éliminés. Point. C'est cette logique implacable qui va finalement s'imposer et la porte s'ouvre sur la terreur. Et les chiffres, ils sont glaçants. 1,5 million de personnes suspectées, emprisonnées. On estime qu'il y a eu près de 100 000 morts, que ce soit par exécution ou dans les prisons. C'est le terrible paradoxe de cette période. La Révolution, qui était née pour la liberté, se met à tuer pour survivre. Et c'est de ce chaos, de cette instabilité permanente, que va sortir un homme. Un militaire qui va mettre tout le monde d'accord par la force. Une figure qui sera vue par certains comme le sauveur de la nation et par d'autres comme un tyran. Bien sûr, on parle de Napoléon Bonaparte. Son ascension est fulgurante. En quelques années à peine, Napoléon met fin à 10 ans d'incertitude. Il prend le pouvoir par un coup d'État, il devient premier consul et il concentre petit à petit tous les pouvoirs entre ses mains. Jusqu'à l'étape finale, en 1804, il se couronne lui-même empereur. La boucle est bouclée, d'une certaine manière. Pendant que Napoléon étend son empire, il propage, parfois malgré lui, les idées de la Révolution. Mais il va se heurter à une force nouvelle, une force qu'il a lui-même réveillée, le sentiment national. Rien ne symbolise mieux ça que ces 2 toiles de Goya.
Le 12 de Mayo, c'est le peuple qui se soulève dans un chaos total, la passion brute. Et le 13 de Mayo, c'est la réponse de l'armée française, la répression froide, organisée, impitoyable. C'est l'image même d'un peuple qui découvre son identité en luttant contre l'occupant. Mais si on regarde au-delà des batailles et des conquêtes, l'héritage de cette période est bien plus profond, bien plus durable. C'est à ce moment-là que sont posées les véritables fondations de l'État français moderne, des fondations qui tiennent encore aujourd'hui. Et voilà sans doute l'héritage le plus solide, le Code civil qui donne les mêmes lois à tous, les préfets qui représentent l'État central partout, les lycées pour former l'élite de la nation, la Banque de France pour une monnaie stable. Toutes ces créations, ce sont ce que Napoléon appelait ses masses de granit. L'idée, c'était de construire des institutions tellement solides qu'elles pourraient traverser les siècles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le grand projet derrière tout ça, c'était d'unifier la nation. Avant, la France, c'était un patchwork de provinces avec leurs propres lois, leurs propres poids et mesures. L'idée, c'était de créer un pays un et indivisible. Comment? En standardisant tout. On redessine la carte avec les départements. On impose le système métrique pour tout le monde. On pousse le français comme langue de l'administration. Et avec le cadastre, on s'assure que l'impôt est calculé de la même manière partout. On crée un espace national cohérent. Et on termine avec cette question qui est finalement le grand paradoxe de toute cette période. D'un côté, une ère de guerre, de bouleversement, d'une violence parfois inouïe, et de l'autre, le résultat, c'est la création d'institutions d'une stabilité incroyable qui organisent encore notre société plus de 200 ans après. Comment, du chaos, peut-il naître un ordre aussi durable? C'est peut-être la question la plus fascinante que nous laisse cette époque absolument charnière de l'histoire.